promets que je vais être très court, hein, je vais respecter ça, et puis aussi je vais laisser un peu de place aux questions, puisque ça m'avait été demandé. Donc je commence par dire que moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai participé à une université d'été de SLC dans le passé. Mais en fait, ça fait une dizaine d'années que je suis adhérent à Sauvons le Climat. Je suis moins actif aujourd'hui que je l'étais à ses débuts. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Je suis toujours très intéressé, en particulier par les questions de comment le nucléaire peut contribuer à la lutte contre le changement climatique. Vous avez peut-être vu que dans les médias, je suis quand même assez actif, enfin je suis le climatologue le plus actif pour défendre le nucléaire en France. C'est plus facile aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ou 10 ans. Maintenant c'est presque mainstream. En fait, mais bon, donc la SLC, moi je continue, même si je suis moins actif, je continue beaucoup à apprécier l'éclairage des anciens qui ont connu et construit la période glorieuse du nucléaire en France, et donc vraiment les échanges qu'il peut y avoir par mail m'intéressent toujours beaucoup, et je remercie vous tous qui contribuez à ça. En fait, donc j'ai dit que je manque de temps maintenant pour SLC, un peu parce que j'ai des nouvelles contraintes personnelles. J'ai quand même deux jeunes enfants, mais en particulier aussi parce que je suis très impliqué à l'AFIS. Vous connaissez peut-être l'Association française pour l'information scientifique, qui a un spectre d'intérêt qui est plus large que celui de SLC. On s'intéresse vraiment à la science et aux pseudosciences de manière générale. Donc ça concerne les pesticides, la psychanalyse, les vaccins, des choses comme ça. Mais sur la question de l'énergie, les deux associations, la FIS et SLC, ont des positions qui sont très proches. Et en fait, d'ailleurs, il y a plusieurs membres éminents de SLC qui sont aussi à la FIS et qui nous apportent un éclairage très intéressant, qui nous écrivent des articles dans nos publications. Donc les organisateurs de cette université d'été avaient voulu que Valérie Masson-Delmotte, que je pense que vous connaissez tous, nous fasse une introduction sur la connaissance et la perception des enjeux climatiques. Donc malgré le désir et l'implication de Valérie pour transmettre ses compétences, vraiment elle a un agenda qui est particulièrement chargé et qui ne lui permettait pas d'être là aujourd'hui, mais vraiment elle le regrette. Et donc moi j'ai... Vas-y. Ah pardon, je gêne, non. Donc moi j'ai bien conscience d'être un substitut ici. Mais ça reste un honneur pour moi, parce que être le substitut de Valérie, que j'admire énormément, que j'apprécie, j'admire énormément, en fait, ça me va très bien. Alors, donc, commençons par un état des lieux sur le climat. En fait, l'année 2023, elle a été assez emblématique du changement climatique, et peut-être même de l'accélération du changement climatique en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, je vous donne un peu quelques exemples de faits qui sont perturbants, on va dire. Les températures en fait, de l'Atlantique Nord ont atteint des niveaux cette année qui sont mais très au-dessus des records précédents. On n'est pas juste dans la variabilité, et puis de temps en temps des plus chauds, plus froids, et puis de temps en temps à cause du réchauffement, on passe un peu au-dessus. On a été... Qu'est-ce qui passe? Excuse-moi, mais à chaque fois ça... Les températures de l'Atlantique Nord, c'est juste complètement dingue, quoi. On est dans le statistiquement impossible, quoi. De même, un autre paramètre aussi du climat qui est aussi complètement hors norme cette année, c'est la surface de banquise antarctique qui, pareil, est très nettement en dessous des records précédents. Donc là aussi, c'est pas juste de la variabilité, c'est pas une année qui est ok, un peu moins que les autres, on est à plusieurs sigmas au-delà des choses précédentes. Je crois qu'on est à 5 sigmas, sur la variabilité, enfin c'est juste complètement dingue. La montée du niveau des mers, elle est un peu plus, elle est plus dans la norme, mais toujours avec une accélération. C'est-à-dire que là, en ce moment, enfin c'est une tendance, mais en gros maintenant on est à peu près à 5 mm par an de hausse du niveau des mers. Alors que dans les années 90, on était à 2,5 à peu près, 2,5 mm par an. Donc en fait, entre les années 90 et aujourd'hui, le rythme de hausse du niveau des mers a doublé. Souvent, on vous parle de moyenne sur 30 ans. Donc sur 30 ans, on est effectivement à 3,5 mm par an. Mais quand on fait un fit un petit peu sur cette hausse, il y a vraiment une composante quadratique qui est très nette. Et donc voilà, on a doublé le rythme de hausse du niveau des mers entre les années 90 et ce qu'on a maintenant. Et puis vous avez aussi très probablement entendu parler des incendies au Canada qui ont été très nettement au-dessus de tout ce qui avait été connu les années précédentes.
Et enfin, on peut parler des précipitations. Vous avez très certainement entendu dire qu'il y a eu des précipitations extrêmes en Grèce, en Turquie, en Chine, avec des conséquences importantes, mais heureusement pas beaucoup de morts. Et par contre, en Libye, là aussi, précipitations extrêmes, mais qui s'est, alors avec en plus un peu un délitement des infrastructures locales, qui a conduit à des choses qui sont absolument dramatiques sur les pertes urbaines. En fait, tout ça, donc il y a des choses auxquelles les climatologues s'attendent. Hein. Il y a je veux dire, cette hausse des températures, cette hausse du niveau des mers, cette hausse de la fréquence des précipitations extrêmes. Tout ça, c'est attendu, c'était des choses qui étaient données par les modèles. Mais il y a quand même des signes qu'en 2023, il s'est passé des choses qui étaient inattendues. Hein, quand je vous ai dit des paramètres du climat qui sont à 5 sigma de ce qu'on avait sur les années précédentes, on ne sait pas franchement pourquoi. C'était pas quelque chose qui était indiqué par les modèles. Et du coup, il y a des climatologues, la communauté des climatologues se demande s'il n'y a pas des choses qui sont en train de se mettre en place et qui conduisent plutôt à une accélération du changement climatique. Donc, même si déjà la tendance lourde était inquiétante, ce qui s'est passé en 2023 renforce encore ces inquiétudes. Donc en France, hein, aussi, l'été a été particulièrement chaud, même si on n'a pas vécu les canicules extrêmes qu'on a eues en 2003 et puis aussi en 2019. Mais je pense que vous avez tous conscience que les températures qu'on connaît aujourd'hui, là, ces jours-ci, c'est complètement dingue aussi. Hein. Donc là aussi, on peut parler d'un changement climatique, en tout cas d'un réchauffement climatique qui s'accélère, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont exceptionnelles. Enfin, tout un tas de records, au moins mensuels, qui sont battus. Du coup, je pense que, je veux dire, quand on voit ça, il est quand même difficile de remettre en cause la réalité du changement climatique. Et puis, puisque c'est quand même quelque chose qui avait quand même été annoncé par la communauté des climatologues depuis au moins une vingtaine d'années, si ce n'est plutôt une trentaine d'années, quand même, toute personne un petit peu rationnelle ne peut que admettre que ce changement climatique qu'on observe, il est bien dur aux activités anthropiques. En tout cas, c'est un consensus scientifique, mais c'est un consensus qui passe aussi pas mal dans l'opinion publique. Alors je dis que c'est pas mal, ce consensus, on le voit dans l'opinion publique, pas complètement partout en fait. Sur un certain nombre de réseaux sociaux, il y a encore des militants très actifs pour nier la responsabilité humaine au changement climatique, ou en tout cas nier la gravité de ses conséquences. Mais je pense que, enfin, moi je vois vraiment une évolution ces 10 ou 10-15 dernières années sur le fait que les gens qui ont ce discours-là, sur ce discours de nier le réchauffement climatique ou nier ses conséquences, c'est pas moi qui fais sourire aussi. Ben si, c'est bon. Du coup, ces gens-là, ils sont vraiment confinés dans des médias alternatifs, des médias de niche. Je veux dire, il y a une quinzaine d'années, dans les grands médias, on voyait encore beaucoup d'articles qui niaient la responsabilité humaine sur le changement climatique. On ne le voit plus du tout aujourd'hui dans tous les grands médias. Voilà. Donc, au point de vue, est-ce que l'opinion publique, en tout cas, l'opinion publique mainstream, est-ce qu'elle accepte la réalité du changement climatique ou anthropique? Je pense qu'il n'y a plus de doute. Et c'est pour ça que, moi, il y a une dizaine d'années, je passais vraiment beaucoup de temps à lutter contre ce que j'appelle la désinformation climatique, à lutter contre les climato-sceptiques, que moi je préfère appeler les climato-dénialistes, parce qu'ils sont vraiment dans la négation de la science. En fait, j'y passe plus de temps aujourd'hui parce que je pense qu'ils n'ont plus de pouvoir. Et donc, c'est pas la peine de passer du temps avec eux. C'est une espèce, je dis souvent, c'est une espèce en voie de disparition, donc c'est pas très grave. Par contre, alors maintenant, dans le débat public, c'est pas parce que les gens acceptent la réalité du changement climatique que les gens disent oui, il faut prendre des mesures pour ça. Et là, il y a quand même encore des choses à progresser, parce qu'on entend encore beaucoup le discours oui, la France c'est que 1% des émissions mondiales, donc finalement c'est pas la peine de faire des efforts là-dessus. Ça c'est un discours qui
qui est beaucoup plus pernicieux et contre lequel, là pour le coup, moi je continue à lutter. En fait, je vois aussi pas mal de gens qui disent que finalement, c'est pas la peine de faire des efforts sur le transport aérien, parce que le transport aérien, c'est que 2% des émissions mondiales. Ça, je veux dire que ce discours, je l'ai entendu, y compris à SLC. Et moi, il me dérange beaucoup parce qu'en fait, les gens qui disent ça, ils oublient que oui, le transport aérien, c'est que 2% des émissions mondiales, mais c'est parce qu'il y a une majorité des gens qui prennent jamais l'avion. Et quand on regarde notre bilan carbone personnel, parce que c'est comme ça qui devrait nous intéresser, et ben assez vite, je suis sûr que dans cette salle, le bilan carbone personnel, c'est la moitié sur l'avion, quoi. Donc ça mérite, alors pas tous, non, je vois Brigitte qui secoue la tête et je pourrais secouer la tête moi aussi, mais bon, à voir si c'est le cas de tout le monde. Il faut, je pense que, non mais c'est pour vous montrer un peu que l'ambivalence, elle est quand même très présente, y compris chez des gens qui disent être actifs. Et je veux dire, y compris dans mon labo de climatologue, les gens continuent, enfin beaucoup de gens, une majorité de gens continuent à prendre l'avion et une majorité des gens ont leur bilan carbone propre qui est dominé par le transport aérien. Donc s'ils veulent vraiment faire un effort, il faut commencer par ça. Donc ça, c'est des discours relativistes, ils existent encore beaucoup, et donc à mon avis, c'est important de le faire. Et puis on voit encore des très belles opérations de greenwashing. Toujours, moi, vous avez vu, j'ai un problème avec l'avion, donc là j'ai vu une publicité récemment du transporteur aérien KLM qui se glorifiait d'avoir mis en place une procédure pour composter le marc de café qui est servi à bord des avions. Je vous jure, c'était vraiment ça, il faisait une pub là-dessus, quoi. Je veux dire, ce genre de choses, c'est quand même complètement ridicule. Alors bon, ça on peut dire que c'est anecdotique, mais enfin quand même ça veut dire quelque chose. Mais plus grave, aussi on voit beaucoup les défendeurs du gaz, qui nous expliquent que si, il faut continuer à déployer des chaudières au gaz, parce que, aussi bien pour la production d'électricité que pour le chauffage individuel, puisque bientôt, le gaz ne sera plus fossile, mais issu de technologies renouvelables, alors qu'en fait, si on fait un peu des calculs de 3, il est clair que les ordres de grandeur n'y sont pas, quoi. Donc pour moi, ces exemples qui montrent bien qu'il y a encore du progrès à faire. Mais n'empêche que, moi, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de raisons de se réjouir. Il est clair que la problématique du climat et la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre est maintenant très présente dans la société. Le climat est clairement central dans l'agenda politique. Enfin, en tout cas, tant qu'il n'y a pas eu une crise plus urgente à gérer, style gilet jaune ou guerre en Ukraine. Mais quand même, on voit que sur le long terme, le climat devient vraiment central. Donc le besoin et l'objectif de diminuer nos émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, il est clairement affiché. Il y a quand même des mesures qui sont prises par décret ou par loi sur le bâtiment, sur les transports, sur l'industrie. Donc on ne peut certainement pas dire que le gouvernement ne fait rien sur ces questions, contrairement à ce que certaines ONG ou partis politiques se plaisent à répéter. Je pense qu'on peut dire quand même que la trajectoire n'est pas assez rapide, et c'est bien là le message qui est porté par le Haut Conseil pour le climat, que je vous encourage à suivre. Je pense qu'ils font un travail qui me paraît être assez équilibré et vraiment en profondeur sur les aspects qu'est-ce que fait la France pour lutter contre nos émissions de gaz à effet de serre et donc pour le changement climatique. Donc je sais que ce groupe climat s'intéresse tout particulièrement à l'électricité, à raison, parce que l'électrification c'est clairement un moyen efficace pour décarboner notre société. En effet, on peut remplacer une partie de l'essence dans les transports, une bonne partie du gaz et du fioul dans le chauffage des habitations. On peut penser aussi que l'électricité permet de produire de l'hydrogène qui apparaît comme composante essentielle à la décarbonation de l'industrie. J'espère que je ne m'avance pas trop par rapport à ça, c'est un petit peu en dehors de mon domaine des compétences là. Et là-dessus, pour moi, il est clair que le message porté par SLC depuis des années, je devrais même dire des décennies, il est maintenant bien passé. Par exemple, la RTE annonce maintenant une hausse de la consommation d'électricité, alors que les perspectives, il y a encore 5 ans, qui prévoyaient une stagnation, voire même une baisse. Et SLC disait que c'était une aberration, et effectivement, maintenant, ce message-là, il est bien passé. Donc, en fait, il y a 5 ans, je voyais beaucoup les messages. Donc, pour lutter contre le changement climatique, il faut diminuer notre consommation d'énergie, et donc il faut diminuer notre consommation d'électricité.
ce message qui est vraiment complètement idiot, hein, on ne l'entend plus du tout. Donc là aussi, pour moi, c'est une évolution positive. Et de même, sur le nucléaire, je sais que le nucléaire est central dans les discussions de SLC. On est passé en moins de 5 ans à une politique qui disait il faut baisser la part du nucléaire à moins de 50%, à un message du style qui est plutôt il va falloir retrousser les manches pour essayer de conserver la part du nucléaire à au moins 50%. C'est quand même incroyable de voir la rapidité de la transition des messages de ce collectif-là. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, l'évolution de la perception du public du changement climatique, de l'énergie en général et du nucléaire en particulier, elle est clairement positive. Je suis persuadé que des associations comme SLC et l'AFIS y ont contribué. Et puis il y a des nouvelles associations qui ont été créées, je pense en particulier à Patrimoine nucléaire et climat, qui visent plutôt le milieu politique, le monde des décideurs, mais aussi les voix du nucléaire, qui pour moi est une chouette association aussi, mais qui vise plutôt le grand public, donc qui vise la perception du nucléaire dans le grand public, et donc je pense qu'on a toutes les raisons de vouloir travailler avec eux. Puis aussi, n'oublions pas aussi l'apport de Jean-Marc Jancovici, qui a été très bénéfique. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai aucun doute que toutes ces associations sont nécessaires et ont déjà eu un impact très, très bénéfique sur la perception de ce que doit être l'énergie, ce que doit être le nucléaire dans la transition énergétique et donc la lutte contre le changement climatique en France. Voilà, et je prends un peu de temps pour les questions si vous avez. Oui. Merci François-Marie. Alors, Votre question, non? Tu m'avais dit que j'avais... je sais pas, il y a une question, oui. Moi, j'avais fait court parce qu'on m'avait dit, et puis tu garderas du temps pour les questions. Pas trop longue la question, hein. Elle sera courte. C'est très intéressant d'avoir ce bilan un petit peu franco-français, mais en fait c'est quand même notre... C'est aussi ce que je connais le mieux. C'est notre palier. Mais on pourrait avoir une idée au niveau mondial des tendances. Est-ce que tous les continents sont au même niveau de perception C'est ça. Je suis pas super spécialiste de la question. Il est clair que non, je pense que le climat a une position en France qui est supérieure à celle qui est dans la majorité des pays. Mais je suis prudent parce que je ne connais pas bien les autres pays. Je ne fais pas de la revue de presse au quotidien. Je sais qu'aux États-Unis, c'est très polarisé, avec vraiment les républicains qui sont encore très opposés, sinon à admettre la réalité du changement climatique anthropique, au moins sur la nécessité de faire quelque chose par rapport à ça, alors que le côté démocrate, lui, est très à des positions qui sont similaires à celles qu'il y a en Europe. Je pense qu'il y a aussi pas mal de pays dont la priorité c'est le développement, plus que la lutte contre le changement climatique. Et en fait, le pays qui est un peu central, ça c'est la Chine, vu l'importance de la Chine dans les émissions de gaz à effet de serre de manière générale, sur l'augmentation de ces émissions. Et donc je pense qu'il faut reconnaître que la Chine est vraiment consciente du problème et a pris le problème à le bras-le-corps avec un développement des énergies renouvelables et du nucléaire qui est extrêmement rapide, avec une volonté, et peut-être même que c'est pour eux qui n'ont pas à s'embêter avec les problèmes de démocratie, c'est plus facile pour eux de mettre en place des mesures qui sont nécessaires pour ça. Henri. Oui, bonjour. Deux choses. La Chine ouvre énormément de centrales au charbon. Continue aussi. On le sait. Donc la question du développement est quelque chose d'essentiel. Et le Cameroun a dit dans les conférences internationales qu'il allait utiliser du charbon. En Afrique, on utilisera beaucoup de charbon ou de gaz, parce qu'ils auront des besoins colossaux, ils n'ont pas d'argent. Bon, donc ça, il faudrait quand même s'en préoccuper. Et d'un autre côté, il faudrait que l'on, systématiquement, dans ce que l'on propose, que l'on dise quel est le coût du CO2 évité, chose qui n'est pas connue. Et quand on isole les maisons, les derniers CO2 évités, pour passer en classe A ou B... Attends, oui, mais d'accord, je le redis, c'est du 1000 ou 2000 euros par tonne de CO2. C'était énorme. Donc, on devrait se rebeller contre ça et de dire, plutôt que de dépenser
temps par tonne de CO2, il vaut mieux dépenser ailleurs, là où ce sera utile. Et on me dit que ce n'est pas possible, mais enfin ça c'est notre sujet, on en reparlera certainement. Et si ce n'est pas possible aujourd'hui, il faut voir comment faire pour que ça soit possible. Et plutôt que de se taire, comme nous le faisons, parce qu'on disait que ce n'est pas possible. Bon, autre chose, on ne réfléchit pas assez au sein de cette association et d'une façon générale aux dépenses d'adaptation. L'adaptation, c'est le problème français. Les réductions des émissions de CO2, c'est un problème mondial. Et le voir avec les œillères françaises, c'est idiot. Par contre, l'adaptation, c'est un problème français à regarder avec nos moyens. Et nos moyens, ça en demanderait un bon paquet. Et cet argent qu'on mettra là, on ne le mettra pas ailleurs. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Donc alors, je suis d'accord en fait avec ce que tu dis, mais tu comprendras que ce n'est pas mon domaine de compétence propre. Donc déjà, je suis un petit peu dans ce discours, j'étais déjà à la limite de mon domaine de compétence, j'essaie de ne pas trop m'en sortir quand même. Bon. Stéphane? Oui. Ah, pardon. Yves? Oui, j'ai une question. On peut se réjouir de voir que l'opinion publique change d'avis. Surtout dans les directions qu'on est en train de voir, c'est-à-dire une perception claire de l'existence et des conséquences du réchauffement climatique et la prise de conscience de l'avantage que peut avoir l'énergie nucléaire. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse se réjouir sans mélange d'un changement d'avis qui ne correspond pas forcément à un changement de rationalité. Donc je pense fondamentalement ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faire passer le message que ce n'est pas simplement un changement d'opinion, qu'il faut former les gens, il faut les instruire, il faut leur donner les moyens de se convaincre rationnellement du fait que le changement climatique existe et de convaincre rationnellement que le nucléaire est une bonne solution. Alors la question, c'est comment on fait? Ça passe en partie par l'éducation. Justement, l'AFIS, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est typiquement le genre de choses qu'on essaye de faire, mais avec une audience qui est ridicule. Hein. Notre magazine, il est édité à 10 000 exemplaires, point. Je pense que c'est pas la peine d'essayer d'éduquer tout le monde, mais il faut éduquer les bonnes personnes, celles qui ont les manettes, quoi. On va avoir du mal, hein, Yves. Mais non, mais on va avoir du mal à éduquer effectivement les gens qui sont au pouvoir, mais on va avoir plus de mal si on vise à éduquer absolument tout le monde. Mais oui, il faut apprendre, il faut encourager les gens à avoir des décisions qui soient basées sur la rationalité et sur des études qui sont faites par des experts et non pas par des experts autoproclamés, quoi. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je m'inquiète, même si le revirement d'opinion va dans le sens de ce que je pense être vrai, c'est pas parce que ça va dans ce sens-là que ça me rassure quant à la raison pour laquelle on a ce changement d'opinion. Et tant qu'on surtout ne pas se réjouir trop tôt d'un changement qui nous plaît. Merci. Merci Yves. Stéphane, c'est la dernière question. Alors, je vais faire vite. En fait, pour prolonger ta réponse, François-Marie, est-ce que, en fait, c'est pas trop tard en fait, pour les décideurs qui sont déjà aux manettes? Et est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur ceux qui vont être aux manettes demain? Et il y a une bonne manière de faire ça, c'est les COP. C'est-à-dire que les jeunes écoutent beaucoup ce qui se passe pendant les COP. Et on a le président de la COP 28 qui vient de dire on ne peut pas débrancher du jour au lendemain les énergies fossiles. Donc je pense que chez celle-ci, on n'a jamais dit qu'il fallait faire ça. On a dit qu'il fallait baisser graduellement et puis qu'il fallait que le début de la baisse soit le plus tôt possible. Donc 5 à 10% par an selon les hypothèses. Est-ce que, justement, un de nos objectifs, c'est d'obtenir du président de la COP qui dise ce genre de choses, c'est-à-dire ok, on ne peut pas débrancher du jour au lendemain, mais il faut baisser dès demain de 5 à 10% par an, parce que ça c'est un objectif utile, y compris pour le nucléaire, mais en tout cas pour le climat. Et si oui, alors on a une solution qui est relativement moins douloureuse que les autres, qui est de dire, bon, il faut surtout baisser les émissions du charbon, et puis le pétrole et le gaz 1% par an en complément, mais si on baissait le charbon de 7-8% par an, et le gaz et le pétrole de 1% par an, ça serait très acceptable du point de vue des industriels, c'est peut-être acceptable du point de vue de la croissance et des gouvernements. Est-ce qu'il ne faut pas être plus prescripteur et pédagogue, à la fois pour les nouvelles générations, mais aussi pour
les gens qui ne sont pas vraiment aux manettes, mais Ouais. qui dirigent la com. Ce message-là, qu'il faut sortir du charbon plus rapidement que du pétrole et du gaz, il est clairement dit dans les scénarios du GIEC. Enfin, c'est ça que tu vois. À nouveau, le GIEC n'est pas prescriptif, mais en tout cas, les trajectoires qui sont mises en avant comme permettant de respecter le 9,5, plutôt le 2 degrés, effectivement, c'est ça que tu vois. Et ensuite, tu te poses la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt porter nos efforts sur les dirigeants du futur plutôt que sur les dirigeants actuels? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, donc il faut aussi convaincre ceux qui sont aux manettes d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des décisions à prendre maintenant, et pas dans 5 ans. Merci. Ah, Eric, tu es président. Oui. Non, juste rapidement, je voulais savoir qu'est-ce que t'inspire la dernière petite prise de bec qu'il y a eu entre Jean Jouzel, le climatologue, et Patrick Pouyanné, l'industriel. C'est une espèce de dialogue de sourds, enfin je le résume comme ça, entre Jean Jouzel qui dit qu'il faut se remuer, l'urgence est là, et Pouyanné qui dit en face, ouais mais il y a la vraie vie, moi je suis là pour alimenter en énergie, et je mets plein de fric dans le renouvelable de toute façon. Enfin, cette espèce de dialogue de sourds entre l'industriel, comme celui qui fait les choses, et le climatologue qui désespère. Mais je pense que les deux ont raison, et les deux sont dans leur rôle, dans leur discours, quoi. Jean, qui est un copain, hein, mais avec qui je suis pas toujours d'accord sur certaines de choses, il est quand même dans son rôle à dire ça va pas assez vite, et donc il faut arrêter de payer le pétrole le plus vite possible. Et puis Pouyanné, qui est plus effectivement dans son boulot, lui, c'est de fournir du pétrole à ceux qui en veulent, et donc il est dans son rôle aussi. Donc moi, j'ai pas de problème avec les positions de ces deux-là, quoi. Et effectivement, sur Total, je vois qu'on tape très souvent sur Total, beaucoup de gens tapent sur Total, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je pense plutôt que c'est aux consommateurs de faire des efforts plus qu'aux producteurs. Mais je sais pas, il y a des gens qui sont en désaccord avec moi sur ce sujet. Donc ce n'est pas donc c'est mon opinion propre et pas un consensus scientifique. Merci, monsieur François-Marie Bréron. Notre passager clandestin.